Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Ouedraogo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. 1h15 pour passer en revue les grands défis du monde agricole à travers surtout les questions et les interpellations des acteurs recueillis sur le terrain. Une émission que j'ai le plaisir de conduire ce soir en compagnie de mon confrère Mahamadi Ouedraogo, journaliste à AgriBusiness TV, une web télé qui met en lumière l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Bonsoir Mahamadi. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Et sans plus tarder, nous ouvrons tout de suite la première rubrique de cette émission. Le secteur agricole constitue une composante essentielle de l'économie burkinabé. Il contribue pour 35% au produit intérieur brut du pays et emploie plus de 80% de la population. C'est à juste titre donc que l'agriculture bénéficie d'une attention particulière du gouvernement qui s'investit dans les actions comprenant l'appui conseil et le renforcement des capacités des producteurs, la promotion de la mécanisation et l'entrepreneuriat agricole, la promotion de l'utilisation des intrants et des équipements agricoles et l'appui à la promotion des produits agricoles sur le marché local. Ces actions ont permis d'engranger des résultats satisfaisants. Ainsi, au cours de la saison agricole 2016-2017, le Burkina Faso a enregistré une production céréalière de plus de 4 700 000 tonnes, soit une hausse de 12,30% par rapport à la campagne précédente. Les autres produits étant estimés à 842 791 tonnes, soit une hausse de 21,44%. Les cultures de rente, y compris le coton, sont chiffrés à plus d'1 600 000 tonnes, soit une hausse de 21,44% par rapport aux années précédentes. Les actions de promotion à l'accès aux intrants et équipements agricoles ont permis la mise à la disposition des producteurs plus de 7 800 tonnes d'intrants NPK, 3 915 tonnes de semences améliorées et plus de 1 600 charrues et charrettes. D'ici à l'horizon 2020 et conformément au programme présidentiel, le gouvernement prévoit entre autres l'accélération de la mécanisation de l'agriculture pour accroître la production nationale, l'accroissement à 50% du taux d'utilisation des semences et des engrais, la mise en place d'une centrale d'approvisionnement des intrants en partenariat avec le privé, le développement des produits forestiers non ligneux, notamment le karité, l'acajou et les fruits. Il s'agit à terme de parvenir à accroître considérablement la production agricole et mieux tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Voilà une première rubrique, comme vous l'avez vu, consacrée à la question de l'intensification de la production agricole. Et dans cette première rubrique, Monsieur le ministre, nous vous proposons de suivre des réactions de quelques acteurs de terrain, des préoccupations, des attentes, mais aussi des satisfactions. Le ministère de l'Agriculture fait des subventions sur les tuyaux et sur les machines pour nous. Et il y a l'engrais aussi qu'ils font. Mais l'engrais là, ce n'est pas suffisamment. Et ce n'est pas permanent. D'abord, diplôme, diplôme. Ti ministre de médecine, récemment le marché du MENA qu'on a eu avec le gouvernement. Donc ils ont tenu compte des utilisateurs. À travers de ce marché, on a pu livrer 60 tonnes de riz. Je suis bénéficiaire d'un tracteur à crédit que je viens de finir de rembourser. Aussi, il y a des projets et programmes que le gouvernement a mis en place, tels que le projet en ce qui concerne le PAFASP, le PAPSA qui nous appuie. Cette année, par exemple, nous avons reçu l'engrais depuis le mois de janvier. Or, les autres années, l'engrais ne venait pas tôt. Est-ce que réellement même le sous est grainé même de façon? La question que je me pose souvent. On ne peut pas aménager de tels périmètres de Djedougout jusqu'à la frontière du Mali et il n'y a pas la voie d'accès. Là, ça cause véritablement un problème. Notre difficulté, c'est les moyens. Nous n'avons pas de moyens pour travailler. Premièrement, les engrais même d'abord. Nous n'avons pas d'engrais pour travailler. Un coup, avec les commerçants à gauche, à droite, pour se sécuriser. Mais vous voyez, les tomates les gâtés. Comment on va faire pour payer notre crédit même? La grande préoccupation depuis la création des SERA, c'est la rémunération régulière des agents recrutés par l'État pour nous.
Ça, ils ne sont pas, c'est-à-dire on a commis l'erreur de les avoir pas alignés sur la gamme des fonctionnaires ou des contractuels. Donc l'État met à notre disposition des moyens financiers pour leurs salaires. Et ça vient généralement en retard. On peut vous donner la terre aujourd'hui, demain, pour un rien, on vous retire la terre. Donc on ne peut pas investir comme on veut sur cette terre. Et d'ailleurs, si vous voulez investir, on vous dit non. Je vous ai donné pour un temps limité, mais si vous faites des investissements, nous ne sommes pas d'accord. Ayo ko bna ram sa ton ndamba bielem ti bam pa humbe ka pa ne on tum kay mam ya ka ngom ni amba ta meter ko bi sopo non kula non kwada la ne sa la mo habo to ba tum na sa ri pam ligidi pa fui ton me ko da wa bank na ban ko caisse populaire damba ndi het songo dambe la bele hinyola ni songo ra paton la songo da bion la bawda. Ça fait quelque chose de 6 mois que ma moto est en panne. Moi, je l'ai réparée en 20. Non, c'est avec ma propre moto que j'exécute les tâches qui me sont confiées. Et le carburant ne m'en reçoit pas de bureau. Nous recevons les producteurs chez nous à la maison, ce qui fait qu'on n'a plus d'intimité. Voilà, de nombreuses attentes et préoccupations, notamment donc celles de deux producteurs qui se sont exprimés à Morée et donc leur satisfaction, le premier qui était donc satisfait du diplôme obtenu après formation et un autre qui se sent aujourd'hui, monsieur le ministre, abandonné et qui dénonce donc un manque d'encadrement. Alors monsieur le ministre, quand on écoute toutes ces réactions, problème d'accès à la terre, problème d'accès au crédit, aux intrants, alors on a l'impression que tout est prioritaire. Comment on s'arrange quand on est à la tête d'un département si sollicité pour accorder des priorités? Parce qu'il faut bien trouver des priorités, même quand tout semble prioritaire. Merci. Et je voulais tout d'abord dire merci à la RTB qui me permet ce soir de parler au nom du gouvernement et de parler d'un secteur très sensible, comme vous l'avez constaté, et un secteur où tout est prioritaire, effectivement. Vous voyez, le ministère de l'Agriculture est organisé à partir de centres et il est déconcentré au niveau région, au niveau province, au niveau village, commune. Et ça fait qu'il y a un encadrement qui est fait sur tout le pays. Alors, les problèmes d'encadrement qui sont posés ici, il faut se dire que notre ministère n'a pas trop ce problème. Maintenant, ce qu'on peut dire, on peut avoir des problèmes d'effectifs pour l'encadrement, mais aussi le problème dont parlait ce monsieur qui a dit qu'il a sa moto qui est en panne, c'est un technicien supérieur d'agriculture, sa moto qui est en panne depuis un certain temps et qu'il n'a pas, il ne reçoit pas régulièrement le carburant et il ne peut pas réparer. Ça, c'est des problèmes que nous connaissons de façon récurrente. Mais nous faisons en sorte que ces problèmes soient résolus au fur et à mesure que nous avançons. Dans les priorités, l'encadrement est au centre des priorités. Dans les priorités, la fertilisation des sols est au centre des priorités, dont justement la mise à la disposition de nos producteurs des engrais de qualité. La production agricole est au centre de nos priorités et la mise à la disposition des différents producteurs de semences de qualité est au centre de nos préoccupations. Et nous faisons en sorte que tous ces éléments puissent avancer ensemble, même avec la mécanisation agricole. Monsieur le ministre, beaucoup de questions, nous allons certainement y revenir plus en détail, mais ce soir, la priorité, c'est vraiment aux questions des acteurs de terrain. Et tout de suite, nous vous proposons de suivre la première question. Monsieur le ministre, au cours de notre entretien, vous nous avez laissé entendre qu'au niveau, par exemple, du Lorum et du Yatenga, au Lorum, il y aura une transformation de la pomme de terre. Et au Yatenga, une usine pour la tomate. Je ne sais pas quand vraiment cette opération aura lieu, quoi.
Voilà. Monsieur Saoudougou du Lorum, je crois que la question est claire, Mamadi. Effectivement, monsieur le ministre, c'est une question, une préoccupation qui tient à cœur les nombreux producteurs. Chaque fois, ça revient, hein, on attend toujours. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport aux usines de transformation tant attendues par les producteurs? L'usine de transformation attendue par les producteurs du Lorum sera une réalité parce que nous avons pu négocier à ce qu'on implante dans cette province du Lorum une usine qui pourrait transformer notre pomme de terre en chips. Peut-être que vous nous direz que ce n'est pas un produit local, mais en fait, c'est la pomme de terre de chez nous. Alors, donc, cette usine qui a été négociée va bientôt voir le jour. Et nous voulons aussi, ce n'est pas le problème seulement de la transformation, mais le problème essentiel pour le Lorum, c'est beaucoup plus la conservation. Et chaque année, nous posons la question comment, et même les producteurs à travers la fête de la pomme de terre, comment conserver longtemps cette denrée qui est périssable. Alors là aussi, nous avons dans la région de Lumbila un magasin de stockage pour la pomme de terre, ou du moins pour tout ce qui peut maraîcher-culture. Monsieur le ministre, mais ça semble loin quand même du Lorum. Ça semble loin, j'en arrive. Ça semble loin du Lorum, mais je parle au niveau national parce qu'en fait, tout peut être conservé. Ça fait un magasin qui peut accueillir 17 000 tonnes de produits maraîchers. Alors là, ça sera un magasin de conservation, un magasin frigorifique pour conserver les denrées périssables. Juste la transformation, comme je le disais, au niveau de Lorum sera effective parce que l'usine de transformation a été négociée et nous sommes en train de vouloir l'implanter d'ici la fin de l'année. Au niveau de Waïouia, pour la conservation et la transformation de la tomate, nous avons déjà négocié avec un privé qui s'est engagé à construire une usine de transformation de la tomate avec des partenaires d'Italie. Et ce dossier est suffisamment mûr. Nous l'avons accompagné pour avoir les autorisations au niveau du ministère du Commerce. Les autorisations sont là. Et il reste maintenant à implanter l'usine. Et nous pensons que d'ici le mois de juillet, selon les prévisions, nous pourrons implanter cette usine pour la transformation de la tomate au nord de ce pays. En attendant l'avènement de cette usine-là, il y a également des associations, des groupements de femmes qui mènent des initiatives pour transformer la pomme de terre en chips. J'en ai vu à Waïouia. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, il y a des actions également pour accompagner ces femmes-là de la petite unité à ce qu'elles puissent également grandir? Oui, en fait, c'est nos préoccupations. Si vous prenez le ministère de l'Agriculture, nous avons une direction générale qui fait la promotion de l'entrepreneuriat rural, donc dans l'économie rurale. Et avec cette direction générale, il y a un accompagnement qui est fait pour la mise en place de micro-entreprises et pour encourager les femmes, les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat. Alors donc, il y a un encadrement total qui est fait, il y a du matériel qui est donné pour permettre justement d'acquérir les moyens nécessaires pour la transformation. Vous savez que ça coûte quand même cher la transformation. Même si c'est une petite unité, il faut des moyens matériels suffisants pour pouvoir le faire. Et nous accompagnons les jeunes, nous accompagnons les femmes et dans plusieurs domaines, puisque vous savez que nous travaillons sur toutes les filières, sur les chaînes de valeur. Nous sommes dans la production, on ne veut pas produire pour laisser pourrir. Nous arrivons au niveau de la transformation puis nous accompagnons aussi dans la commercialisation. C'est un peu l'esprit qui nous accompagne et c'est un peu l'esprit que nous avons aussi pour accompagner ceux-là qui ont la volonté de produire, ceux-là qui sont les chevilles ouvrières de notre ministère, puisque si on produit sans transformer, vraiment c'est pas intéressant, alors, ni pour le gouvernement, ni pour les producteurs. Toujours sur la transformation, je reviens sur la question de la tomate, l'usine de Lumbila qui avait suscité tant d'espoir.
aujourd'hui, l'impression qu'on a, en tout cas, c'est que ce projet-là est pratiquement mort, même si aujourd'hui, en tout cas, il y a une nouvelle responsabilité de nouveaux dirigeants qui ont été nommés, mais on a l'impression, au regard un peu de la détérioration des installations qui avaient été faites, que ce projet est devenu une arlésienne, monsieur le ministre. Oui, c'est le constat qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette usine qui a suscité beaucoup d'espoir pour nos producteurs. Mais bon, il faut se dire qu'aujourd'hui, le ministère du Commerce a pris le dossier en charge. Une étude a été faite pour essayer de reprendre cette usine, sinon ce sont des milliards qui ont été investis et ça risque d'être à perte. Alors donc finalement, le ministère du Commerce a pris le dossier et ce dossier est un dossier qui va bientôt voir jour parce que je pense qu'ils sont en train de mobiliser les ressources nécessaires pour la reprise de cette usine. Alors, monsieur le ministre, l'écoulement, on voit des camions qui viennent du Ghana et d'autres pays voisins, alors qui vont acheter ces produits-là, notamment la tomate. Alors, les producteurs se retrouvent face aux commerçants qui sont là et il est face à une difficulté parce que s'il ne vend pas sa tomate, eh bien, c'est une production perdue. Est-ce qu'il n'y a véritablement pas un problème à ce niveau? Parce que les producteurs, finalement, c'est ceux qui s'en sortent le moins dans cette production. Et surtout aussi pour ajouter qu'en termes de négociation des prix, souvent nos producteurs ne sont pas assez outillés pour pouvoir réagir comme il faut à celui qui vient acheter. Oui, vous touchez du doigt le problème des denrées périssables de la maraîchiculture en général. Ce n'est pas la tomate seulement, il y a les oignons qui sont là, il y a la pomme de terre dont nous venons d'évoquer, le cas dans le Loroum, mais c'est partout où on produit de la pomme de terre. C'est le problème actuellement, c'est l'écoulement de nos produits. Et c'est vrai, les producteurs n'ont pas les techniques pour négocier les prix et ils les bradent pratiquement pour ne pas laisser pourrir, parce qu'il vaut mieux avoir peu que de ne rien avoir du tout. Alors donc, nous avons une stratégie pour faire en sorte que ces producteurs puissent avoir... Nous avons la vision de la transformation. Ça veut dire que même à Tougan, au niveau du Sourou, nous avons besoin de mettre une petite unité de transformation. Ça, c'est un projet aussi qui est mieux et que bientôt, on va le lancer. Mais il faut se dire que dans les filières, il faut que les filières soient organisées. Il y a ce problème qui est fondamental. Si vous voyez un peu les filières qui sont un peu mieux organisées, comme le coton, et nous voyons qu'on peut déjà négocier les prix avant même la production du coton. Le prix est connu. Le producteur qui s'engage à produire, c'est à peu près si je produis tant de tonnes, j'ai tant de francs à la fin. Alors donc, il y a cette organisation des producteurs. Mais est-ce que ce n'est pas à l'État d'organiser également? Est-ce que ce n'est pas au gouvernement? Parce que manifestement, les producteurs, peut-être si on les laisse entre eux, ils ne vont pas y arriver. Est-ce que l'État ne doit pas intervenir pour créer justement cette organisation-là, monsieur le ministre? Oui, mais en fait, c'est la mission de l'État. Si vous voyez, l'État a pris des textes dans ce sens-là. Nous avons la loi 50 de 2010 qui conduit les producteurs à s'organiser, l'interprofession. Nous avons l'acte uniforme de l'OADA qui contraint les producteurs à s'organiser. Mais tout ça, c'est l'État qui les aide à mettre en place les différents textes, et notamment la Direction générale de la formation et de l'organisation du monde rural, qui est au ministère de l'Agriculture, qui accompagne toutes les différentes filières à s'organiser. Vous avez suivi un peu le cas des cotonculteurs. À la fin de l'année 2016, il y avait une crise et c'est le gouvernement qui a résolu la crise. C'est le gouvernement qui a mis une administration provisoire qui a permis de réorganiser les producteurs de coton, qui a permis de mettre en œuvre l'acte uniforme de l'OADA à partir du village, de la commune, jusqu'au niveau national. Ça, c'est la mission de l'État. Et l'État fait tout. Mais il faut se dire quand même qu'il y a aussi des ressources à mobiliser pour faire de telles opérations. Et si ma mémoire est bonne, au niveau des cotonculteurs, on a mis 332 millions de francs CFA pour mettre toute l'organisation en place. Ça a un coût, mais il faut s'y engager. Ok. Monsieur le ministre, je crois qu'on va poursuivre avec à présent la deuxième question, recueillie également sur le terrain auprès d'un acteur du monde agricole. Monsieur le ministre, ici à Liptougou,
nous voulons savoir pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir les semences à temps. Voilà, monsieur le ministre, les semences qui arrivent en retard, ça également c'est un problème récurrent. Alors la question est suffisamment claire, monsieur le ministre. Oui, c'est une question récurrente, mais je pense que si on a suivi très bien le documentaire, il y a un monsieur qui a dit que cette année, ils ont déjà reçu les intrants à temps. Ça veut dire que nous avons voulu faire briser ce qui existait par le passé. En 2016, nous avons permis à ce que et les semences et les engrais puissent être distribués, mis à la disposition des producteurs dans le temps précis. Dans le mois de mai passé, tout était entre les mains des producteurs. Ils ont commencé la campagne avec tout ce qui devait être produit et fourni à leur niveau. Et la saison a commencé et nous avons vu qu'elle a été bonne par la suite. Et pour cette année? Pour cette année, oui, allez-y, parce que tout de suite, vous avez vu deux intervenants. Il y a un qui a reçu, l'autre qui n'a pas reçu. Est-ce qu'effectivement le ministère s'assure, après avoir donné, qu'effectivement ça va arriver à bon port? Oui, en fait, le système que nous avons mis en place est un système participatif. Participatif en ce sens que la distribution se fait au niveau des populations vulnérables. Le ministère ne peut pas aller sur le terrain pour dire un tel est vulnérable, un tel ne l'est pas. Alors donc, au niveau de la commune déjà, au niveau de la commune, il y a un agent de l'agriculture, il y a un agent communal, il y a un agent de SERA, il y a un agent de la société civile. Et ce sont ces gens qui travaillent en étroite collaboration dans toutes les communes, qui identifient qui a droit à l'accompagnement de l'État. Et ça remonte au niveau provincial, au niveau régional. Et c'est le gouverneur de la région qui pilote toutes ces opérations. Ça veut dire que nous avons voulu que ce soit des choses qui soient très transparentes pour qu'on n'incrimine pas les uns et les autres. Malheureusement, il y a souvent des faiblesses dans tout ce que l'on fait. Et on est 9, on n'est jamais 10. Mais le système, en tout cas, nous pensons qu'il est très bien. On peut le repenser pour le rendre plus performant. Mais pour le moment, en tout cas, je pense que ça fonctionne assez bien, pour ne pas dire bien. Alors, monsieur le ministre, tout de suite encore une question recueillie sur le